à Bordeaux, sur cette place de la Bourse qui est un des plus beaux ensembles architecturaux du XVIIIe siècle. Laissez-moi vous citer quelques noms. Margaux, Latour, Aubryon, Laffitte Rothschild, Mouton Rothschild. Ces grands châteaux du Médoc sont mondialement connus. Pendant des siècles, depuis les quais de la Gironde, sont partis des milliers de grands vaisseaux chargés de précieux tonneaux à la conquête de l'Angleterre et de la jeune Amérique, un négoce qui a enrichi Bordeaux jusqu'à en faire une des cités les plus majestueuses d'Europe. Ce soir, je vous invite à découvrir le passé 2 fois millénaire de Bordeaux et de son vignoble. Une saga enracinée dans un terroir de légende, écrite depuis le Moyen-Âge par des hommes et des femmes au destin unique. Nous allons pénétrer le secret des caves et des chais au cœur de ce vignoble que le monde entier nous envie pour y découvrir un univers à part, un univers fait d'exigence, d'audace et de raffinement. Bordeaux, le Médoc, un vignoble et des châteaux qui font rêver la terre entière. Ce soir, nous allons partir à la découverte du Bordelais et de sa civilisation du vin. À travers une enquête haletante, grâce à de précieux documents et à des témoignages inédits, nous allons revivre l'histoire des hommes et des femmes qui ont façonné ce pays. D'Aliénor d'Aquitaine au Moyen-Âge, jusqu'à la famille de Rothschild, en passant par Montaigne et Henri IV, je vais vous montrer comment, en traversant les tumultes de l'histoire, les vins de Bordeaux en sont venus à orner la table des grands de ce monde. Derrière un vin, il y a toujours un souvenir, il y a toujours une histoire. La richesse d'une cité et la gloire d'un terroir cachent des histoires de guerre, de conquête, d'accords obscurs. Derrière les portes de l'hôtel de Nesmond, le duc de Richelieu, gouverneur, organise ses parties fines, arrosées de miraculeuses tisanes, ses vins du Médoc, qu'il fera servir à Versailles lors des soupers très privés de Louis XV. Richelieu était un pourvoyeur absolument insatiable des frivolités du roi. Au XVIIe siècle, dans les chais de Aubryon, s'invente un vin nouveau qui, à la faveur du grand incendie de Londres, séduira jusqu'à la cour d'Angleterre. La grande force de Bordeaux, c'est d'être tourné vers l'océan. Dans les loges du Grand Théâtre de Bordeaux se joue la tête des aristocrates pendant les heures sanglantes de la Révolution. Nous sommes complètement emportés dans cette période extraordinairement cruelle. Grâce à de nouveaux documents, je vous dirai comment certaines familles locales ont tiré du commerce négrier la fortune de leur famille et celle du port de Bordeaux. L'état-major du navire ne part jamais sans vin. Les archives de la Chambre de commerce nous éclaireront sur ce classement des grands crus établi pour Napoléon III et qui demeure aujourd'hui la référence suprême. Elle a été faite en l'espace d'une quinzaine de jours. Dans une interview exclusive, la baronne philippine, propriétaire de Mouton Rothschild, reviendra sur les heures sombres de l'occupation, lorsque le château fut réquisitionné par les Allemands. Elle évoquera le souvenir de son père et le rôle qu'il joua dans la Révolution Mouton. Il disait toujours, Mouton c'est là, il n'y aura jamais de publicité pour Mouton, parce que les gens viendront à Mouton pour voir Mouton. De siècle en siècle, du Moyen-Âge à nos jours, ce sont des destins d'exception que je vous propose de revivre. Des destins qui forment la légende illustre de Bordeaux et du Médoc.
S'il est un lieu qui incarne toute la noblesse, tout le prestige du Médoc, c'est bien Château Margaux. Cette somptueuse demeure néoclassique a été construite sur des bases médiévales à l'époque du Premier Empire. Le vin que l'on produit ici est un des plus cotés du monde. Il fait partie des 5 premiers grands crus classés, selon une hiérarchie établie en 1855 et qui continue de faire référence aujourd'hui. Évidemment, les Bordelais n'ont pas attendu le 19e siècle pour faire du vin. Leur vignoble remonte en fait à l'Antiquité, en des temps où ces terres tellement civilisées étaient encore le pays de l'eau. Le vignoble que nous connaissons aujourd'hui, avec ses croupes et ses graves, n'est encore qu'un pays sauvage, où domine un fleuve qui ouvre grand son estuaire sur l'océan Atlantique. Pour construire le vignoble du Médoc, il a fallu assécher des marais et que ça ne se fait pas en un jour. Dès le IIIe siècle avant notre ère, on fait pousser de la vigne sur les bords de ce fleuve. C'est un pays triste, sauvage, solitaire et infertile. La vigne a besoin de souffrir pour donner le meilleur d'elle-même. Le Bordeaux des Romains s'appelle Burdigala. En 70 après Jésus-Christ, l'empereur Vespasien en fait la capitale administrative de la province romaine d'Aquitaine. C'est durant cet âge d'or que l'on construit le palais Gallien, un amphithéâtre pouvant accueillir plus de 15 000 personnes. Il sera inauguré à l'occasion d'une visite de l'empereur Caracalla. Au Moyen-Âge, Bordeaux devient une cité importante de plus de 10 000 habitants. Au-delà de ses murs, les vignes forment autour de la ville une ceinture de plusieurs kilomètres. Cette vigne plonge ses racines dans un sol très particulier, une terre pauvre qui, miracle, donne les meilleurs vins, jusqu'à enrichir les vignerons. Le vin, c'est aussi une culture, c'est une histoire, c'est toute une géographie. Le vignoble bordelais est complexe. L'Aquitaine est alors immense et s'étend bien au-delà de la région qui porte aujourd'hui ce nom. Au sud jusqu'aux Pyrénées, au nord jusqu'à Poitiers. Elle va jusqu'à englober une partie du Massif central. À l'époque, on voyage plus facilement par voie maritime que par voie terrestre. Il est plus sûr de traverser la Manche jusqu'en Angleterre que d'aller à Paris par des chemins mal fréquentés. Voilà pourquoi, au XIIe siècle, prospère le port de Bordeaux. Bientôt, grâce à une femme au destin hors norme, le vin va faire la gloire de ce port, de cette ville et de cette province. Château d'Issan, non loin du village de Margaux, fait aujourd'hui partie des grands crus classés du Médoc. Mais c'est au Moyen-Âge que ce vignoble a commencé de produire un vin de qualité. La légende raconte que le vin provenant de cette propriété aurait été servi lors des noces d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri, futur roi d'Angleterre. Un mariage qui devait sceller la destinée de tout ce terroir. Destin inouï que celui d'Aliénor d'Aquitaine, tour à tour reine de France et par un incroyable coup de théâtre, reine d'Angleterre. Son histoire commence un certain 25 juillet 1137. En ce chaud dimanche d'été, la foule bordelaise se presse aux abords de la cathédrale. Jour de fête, jour d'euphorie. Car la très jeune et très belle duchesse d'Aquitaine épouse le jeune héritier du trône de France, descendante en ligne directe d'Hugues Capet. Hugues Capet était le fondateur de la plus prestigieuse des dynasties d'Europe. Aliénor, à la mort de son père, a hérité de son côté du très brillant duché d'Aquitaine, un territoire immense et prospère, largement ouvert sur l'océan. C'est dire si la jeune duchesse est convoitée.
tous les rois, tous les princes territoriaux d'Occident aimeraient obtenir la main de cette fille pour leurs enfants, puisqu'elle apporte là un patrimoine colossal. C'est une femme extraordinaire, très cultivée. Elle parle latin, elle connaît la musique, elle apprécie beaucoup la littérature, elle est sportive, elle chasse. Le jour de son mariage, Aliénor est tout juste sortie de l'enfance. Elle n'a que 13 ans. Quant à son mari, lui-même, n'en a que 16. Mais dès que Louis aperçoit sa promise, il est émerveillé par sa beauté. Après la messe, un banquet est donné au palais de Lombrières, la somptueuse résidence des ducs d'Aquitaine, aujourd'hui disparue, et que nous avons reconstituée ici, était le cœur du pouvoir bordelais. Elle se dressait sur l'actuelle place du palais, juste à côté de la porte Caillot. C'est dans ces murs qu'Aliénor avait passé sa prime jeunesse, dans un cadre riche et méridional, bercé par les chansons des troubadours. Le luxe de cette cour transparaît dans les cadeaux qu'a pu faire Aliénor à la couronne de France, tel ce vase du 5e siècle en cristal de roche, en provenance d'un ancien royaume d'Orient. Il fait aujourd'hui partie des trésors royaux conservés au musée du Louvre. Le mariage de Louis et d'Aliénor réunit dans le palais quelques 500 chevaliers, tandis qu'au dehors, sur les places, le vin coule à flot. Il serait faux d'imaginer le vin de Bordeaux tel qu'on le boit aujourd'hui. C'est un vin très clair. D'ailleurs, on l'appelle clairé. Mais il reste peut-être peu dans l'esprit. Les historiens du vin estiment qu'à l'époque, ce breuvage ne titre que 8 ou 10 degrés. Or, l'usage est alors de le boire coupé d'eau. La lune de miel est vite interrompue. En entrant à Poitiers 5 jours après leur mariage, les jeunes mariés apprennent la mort du roi de France. Le roi Louis VI est mort, vive le roi Louis VII, et du même coup, vive la reine Aliénor. Disons-le, le ciel s'assombrit vite au-dessus du couple royal. La joie de vivre d'Aliénor s'accommode mal de l'austérité monacale de Louis. Les jeunes souverains vivent à Paris, au palais de la Cité. Au XIIe siècle, ils ressemblaient à ceci. Aux yeux d'Aliénor, un château froid, lugubre même. La jeune reine regrette les raffinements de son Aquitaine. Comparés à Bordeaux, Paris et la cour de France semblent tellement rustiques. La reine a soif d'aventure. Elle pousse son mari à partir pour la croisade et y prendra part elle-même. Elle lance toute sa maison sur les routes de l'Orient. C'est la première fois qu'une reine s'embarque pour la Terre Sainte parmi les chevaliers. Le peuple jase, il n'a pas tort, ce voyage cache bien des désordres. Le mariage tourne au vinaigre. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Peut-être y a-t-il eu des marivaudages, mais on a peut-être reproché à Aliénor de se mêler de politique, d'intervenir dans des discussions où les seuls conseillers devaient être des hommes. Après moult péripéties, Aliénor finit par oser l'impensable. Elle demande l'annulation de son mariage. Il n'est pas divorcé à l'époque, le mariage est annulé. Et puis, elle va épouser donc Henri Plantagenet et devenir reine d'Angleterre. C'est dans le triste palais de la Cité quelques mois plus tôt qu'Aliénor a croisé le jeune et fougueux Henri Plantagenet, alors qu'il accompagnait son père à Paris. À la mort de celui-ci, Henri devient le puissant duc d'Anjou et de Normandie. Il a 12 ans de moins qu'Aliénor. Aliénor a tout de suite senti probablement la forte personnalité, la capacité de gouverner, de commander, la prestance physique aussi, la force d'Henri. Leur mariage est célébré en Aquitaine, dans la cathédrale de Poitiers. Poussé par Aliénor, le jeune Henri Plantagenet tente sa chance outre-Manche. Il se saisit de la couronne d'Angleterre et devient le roi Henri II. À 33 ans, Aliénor devient du même coup reine pour la seconde fois, reine d'Angleterre. Ce mariage sera la grande chance
de la viticulture bordelaise. Sans ce mariage, Bordeaux n'aurait pas la notoriété mondiale que nous connaissons en cette ville. Désormais, le royaume d'Angleterre a partie liée avec Bordeaux et cette Aquitaine que l'on appelle alors la Gascogne. Pour les Gascons, Londres est une opportunité fantastique. Et puis, les Anglais vont vite comprendre que ce duché, c'est tout simplement potentiellement leur cave. Car au lendemain de son mariage, Aliénor, quittant l'Aquitaine pour l'Angleterre, a fait suivre toute une cargaison de ses meilleurs vins. C'est Philippe Castéjat, grand connaisseur du vignoble d'aujourd'hui et d'hier, qui nous raconte la naissance de la notion de French Claret. Le vin qui est exporté vers la Grande-Bretagne est un vin qu'on appelait à l'époque le claret, c'est le mot anglais, parce qu'en fait, on buvait des vins relativement jeunes, qui avaient peu de couleur, on ne savait pas encore très bien les stabiliser, donc c'était surtout des vins de l'année qui étaient expédiés. Désormais, le vin de Bordeaux ne cessera plus d'être expédié en Angleterre. Nous avons retrouvé aux Archives nationales britanniques un parchemin datant de 1203 et qui prouve l'importance du commerce du vin entre Bordeaux et l'Angleterre au temps d'Aliénor. C'est le premier document à faire référence à la Gascogne et à Bordeaux. Il y a le nom du négociant, la provenance, et cela prouve des liens très anciens. Ce document est très important pour l'histoire du commerce des vins de Bordeaux. Ce parchemin précise que le roi d'Angleterre a commandé 26 tonneaux, payés en tout 26 livres sterling, une fortune pour l'époque. Au-delà du vin, c'est la culture de l'Aquitaine et son art de vivre qu'Aliénor importe outre-Manche. Dans les châteaux où elle réside, comme ici à Winchester, dans le sud de l'Angleterre, elle fait venir ses chers poètes et troubadours. Bien plus tard, au soir de sa vie, Aliénor se retirera en l'abbaye de Fontevraud, près de Saumur, et s'y éteindra à l'âge de 82 ans. Son gisant repose dans l'abbatiale aux côtés de ceux de son mari, le roi Henri, et de leur fils le plus célèbre, Richard, Cœur de Lion. Aliénor d'Aquitaine peut être regardé comme le premier trait d'union entre l'Aquitaine et l'Angleterre, deux contrées bientôt déchirées par cette guerre de 100 ans dont le château Olivier a été le témoin muet. Ce château, il existe toujours et aujourd'hui on y produit un grand cru de Grave. Alors on dit que le prince noir, Édouard de Woodstock, le fils aîné du roi d'Angleterre, le vainqueur du roi de France à Poitiers, on dit que le prince noir venait festoyer ici entre une bataille et une partie de chasse. Ces terres, elles seront reprises par les Français en 1372. Ça ne veut pas dire que la guerre de 100 ans soit terminée, elle va durer encore près d'un siècle. Arrêtons-nous un instant sur la journée glorieuse de 1453, où les Français, une fois pour toutes, ont chassé les Anglais d'Aquitaine. Aujourd'hui encore, le souvenir de la domination anglaise marque le terroir bordelais. Près du village de Saint-Julien, en Médoc, Château-Talbot rend hommage par son nom à ces siècles inscrits dans la mémoire commune comme ceux de la prospérité. Château-Talbot porte le nom du dernier héros anglais à avoir défendu la terre gasconne de l'envahisseur français. Selon la tradition, c'est à l'emplacement de ce vignoble que l'homme de guerre et son armée auraient campé quelques jours seulement avant de livrer leur ultime bataille. À l'époque, le roi de France entend bien reconquérir le riche duché. Il est midi, ce 17 juillet 1453. Sous un soleil brûlant, une puissante armée anglaise est en marche. 6 à 7 000 chevaliers, archers, fantassins sont prêts à livrer bataille, un combat décisif à quelques kilomètres à l'est de la bourgade
de Castillon. Le redouté Talbot se trouve à leur tête. Face à cette armée, 10 000 soldats du roi de France attendent l'ennemi dans leur camp retranché. Pour l'histoire, la bataille qui est sur le point de se livrer va marquer la fin de la guerre de 100 ans, de quoi bouleverser le vignoble bordelais. Si l'on veut comprendre pourquoi les Anglais ont ainsi perdu l'Aquitaine, il faut remonter 2 ans plus tôt. En 1451, après 300 ans de domination anglaise, Bordeaux a prêté serment au roi de France Charles VII, juste pour éviter une guerre. Pour les Bordelais, c'est la fin d'un âge d'or, d'autant plus que leur nouveau roi interdit la vente de vin aux Anglais. Les bourgeois bordelais aimaient bien la domination anglaise, parce que le roi d'Angleterre avait eu l'habileté de leur accorder beaucoup de franchises. Et quand le roi de France a rétabli son autorité sur Bordeaux et l'Aquitaine, il s'est empressé de rétablir les impôts. C'est une sorte de manie française, ce qui fait que Bordeaux, à la bataille de Castillon, était plutôt du côté anglais que du côté français. Les marchands de vin bordelais sortent alors de 3 siècles d'une incroyable prospérité. En 1308-1309, le port de Bordeaux exportera 102 000 tonneaux. Imaginez-vous, presque 920 000 hectolitres de vin quitteront les quais du port de Bordeaux. 90 millions de litres en un an. Ni les marchands de Bordeaux, ni les Anglais ne veulent voir sombrer un commerce si lucratif. Dans le secret des vignobles, on complote, avec l'espoir que les Anglais reviennent au plus vite en Aquitaine. Situé dans le Médoc, sur la commune de Saint-Laurent, Château-la-Tour-Carnet, aujourd'hui grand cru classé, sera le haut lieu de la résistance. C'est ici que va s'organiser une expédition secrète. Une nuit de l'été 1452, un bateau quitte l'estuaire de la Gironde. À bord, une délégation de nobles et de bourgeois bordelais met le cap sur l'Angleterre. À Londres, ces Bordelais sont reçus par le roi Henri VI. Lui aussi compte bien récupérer le port de Bordeaux et son commerce. La décision est prise. Il enverra sur le continent le meilleur de ses officiers, le redoutable John Talbot. Quand Talbot arrive dans l'estuaire de la Gironde, en octobre 1452, les vignes viennent d'être vendangées, les tonneaux remplis de vin attendent sur le port. John Talbot débarque avec 3000 hommes et prend les Français par surprise. Il entre dans la ville en héros sans même combattre. La Gascogne se soulève contre le roi de France. Quand John Talbot arrive, c'est un soulagement énorme. Les Bordelais n'arrivent pas à se faire à l'idée de redevenir des sujets français. Apprenant le retour des Anglais, Charles VII envoie ses armées à l'assaut de la province rebelle. Au mois de juillet 1453, les troupes du roi de France sont à une 60aine de kilomètres à l'est de Bordeaux, à Castillon. La bataille est imminente. John Talbot mobilise ses troupes et passe à l'offensive. Le général André Cousine, historien pour l'armée française, est spécialiste de la bataille de Castillon. Il nous emmène sur le lieu même des combats. Là, au prieuré de Saint-Laurent, il a massacré sans scrupule excessif. Il est impitoyable. C'est un chef de guerre qui est connu et redouté des Français. Avec ses cavaliers, Talbot attaque les premiers soldats français installés dans un prieuré. Dans les caves, les soldats anglais font une divine découverte. Du vin, beaucoup de vin. Talbot et ses hommes, assoiffés par des jours de marche dans la chaleur de l'été, vont pouvoir s'enivrer toute la nuit. Le lendemain matin, c'est un John Talbot à peine réveillé que découvre un messager porteur d'une nouvelle capitale. Un émissaire va le prévenir. Les Français s'enfuient du camp retranché. Pourquoi? Parce que là-bas, à l'est, il y a un grand nuage de poussière. John Talbot
Jouit-il de toute sa lucidité alors qu'il observe ce nuage de poussière? Ou bien est-il encore sous l'emprise du vin de la nuit passée? En tout cas, sa réaction est irrationnelle, presque suicidaire. Sans attendre ses renforts, tête nue, sans même avoir revêtu son armure, il se précipite à l'assaut du camp français. Mais une surprise de taille l'attend. Il est environ midi quand, au cri de « Talbot, 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 Saint-Georges », les anglo-saxons montent à l'assaut du camp français. Et à ce moment-là, disent les chroniqueurs, une violente décharge d'artillerie s'abat sur le corps d'attaque anglo-saxon. Les combats font rage. C'est un massacre. Les canons français déciment les Anglais. John Talbot est touché. Nous sommes à proximité. Il est blessé par un tir de coulevrine, donc il tombe à terre. Et à ce moment-là, les francs archers sortent du camp retranché et vont sus à l'ennemi. Il s'agit, on ne parle plus à ce moment-là de prisonniers, on tue. Et John Talbot a été tué par un coup de dague enfoncé jusqu'au fond de la gorge. Et ensuite, il aurait reçu un coup de hache, mais ultérieurement. Ce qui fait qu'il est méconnaissable sur le champ de bataille. L'armée anglaise est en déroute. C'est une victoire éclatante pour le roi de France. L'Aquitaine tombe à jamais dans son giron. L'alliance des marchands bordelais et du roi d'Angleterre a échoué. Ici, sur ce champ de bataille, où reposent beaucoup de combattants, dont les restes sont enfouis dans la terre agricole, ici, c'est le Waterloo de la nation gasconne. Quand Bordeaux se rend, 3 mois plus tard, la vengeance royale sera impitoyable. Le roi de France supprime tous les privilèges dont jouissait la ville. Et le commerce du vin s'effondre aussitôt. Les 3 siècles de prospérité qui ont forgé la puissance de Bordeaux et de ses vins sont terminés. N'en reste que la nostalgie du beau temps des Anglais et le nom de ce château, Talbot, dernier combattant de la couronne d'Angleterre. Durant la guerre de 100 ans, la tour Carnet est un haut lieu de la résistance bordelaise au roi de France. Même 36 ans après la bataille de Castillon, son seigneur Jean de Foix refuse toujours de se soumettre. C'est son écuyer, le courageux Carnet, qui va donner son nom à la tour. Ici, le temps s'est arrêté. En tendant l'oreille, on croit entendre les tambours qui, en période de vendange, servaient à éloigner les loups et les sangliers. À partir du milieu du XVIe siècle, commencent les guerres de religion. À cette époque, le maire de Bordeaux n'est autre que Michel de Montaigne. Et oui, on a tendance à l'oublier parfois, mais le grand philosophe était d'abord un Girondin et un propriétaire de vignoble. Montaigne, le catholique, avait pour ami et voisin un protestant, Henri de Navarre, le futur Henri IV. Une nuit, les 2 hommes vont se rencontrer en secret dans le château du philosophe au milieu des vignes, à la frontière entre pays catholiques et pays protestants. Ce qu'ils se sont dit ce soir-là appartient encore au mystère. « 19 décembre 1584. La nuit est glaciale. Michel de Montaigne est calfeutré dans son château non loin de Bordeaux. Ce soir, il attend d'importants visiteurs. Le protestant Henri de Navarre, futur roi Henri IV, vient souper, accompagné de ses principaux conseillers. Autant dire que ce qui se joue ce soir, c'est l'avenir du royaume. En effet, Henri de Navarre, à l'époque gouverneur de Guyenne, est le premier dans l'ordre de succession au trône de France. Mais s'il veut un jour ceindre la couronne, il devra sans faute abjurer la foi protestante. C'est le catholique Montaigne qui est chargé de l'en convaincre. Sire, revenez à la religion officielle du royaume. Le philosophe Michel de Montaigne, l'auteur des Essais, est aussi maire de Bordeaux. Ce soir, il partage donc sa table avec un futur roi de France. La discussion est brillante, le souper fin, le vin abondant,
car Montaigne, connu d'abord pour son esprit, n'en est pas moins attaché au plaisir terrestre. Montaigne est un bon vivant, il aime le vin. Il y a une très très belle citation que je ne connais pas de mémoire parce qu'elle est assez longue, où il explique que la chaleur humaine, dans l'histoire de chaque homme, commence d'abord dans les pieds, dans l'enfance, puis après elle remonte au milieu du corps, et il écrit que c'est là que sont les plus grandes voluptés, parce que Montaigne est chaud lapin, hein, il est assez coureur de jupons, et puis avec l'âge, cette chaleur humaine se met dans le gosier, et c'est là qu'on peut le mieux apprécier le bon vin. Les Montaigne, comme toutes les grandes familles de la région, ont fait fortune dans le négoce. Autour de leur château s'étend un vignoble qui aujourd'hui encore porte ce nom. Ce soir, les hommes attablés sont nerveux. Même si les vins de la propriété contribuent à détendre l'atmosphère, aucun d'eux n'oublie qu'on est en pleine guerre de religion. Catholiques et protestants se déchirent à belles dents, 12 ans seulement après le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce soir, autour de la table, la tension est palpable. Selon certains, ce serait le roi Henri III en personne qui aurait chargé Montaigne de convaincre Henri de Navarre d'abjurer le protestantisme. Pour Henri III, Montaigne est l'homme de la situation et son château, le lieu idéal pour une rencontre secrète. Outre la discrétion indispensable du maître des lieux, le château en lui-même bénéficie d'une position hautement stratégique. Il est situé exactement à la frontière entre terre catholique et terre protestante. Alors que l'on remplit les premiers verres, les chefs du protestantisme s'attablent déjà autour de Montaigne, le catholique. L'atmosphère de moins en moins formelle se fait peu à peu chaleureuse, ce qui n'interdit pas d'envisager sérieusement l'avenir du royaume. On est bien là, quand même, dans une mission qui n'est pas tout à fait diplomatique, mais qui est une mission de renseignement. Henri de Navarre connaît bien son hôte. Il est au fait de ses liens étroits avec le roi Henri III. Le futur Henri IV est détesté des catholiques, et les plus extrêmes de ces derniers ont même juré sa mort. On a déjà tenté de l'empoisonner. Il faut donc qu'il ait confiance en Montaigne. De son côté, le philosophe va s'attacher à le rassurer. Il offre sa chambre, son lit au roi de Navarre, et celui-ci refuse qu'il y ait quelqu'un qui goûte à la nourriture. Henri de Navarre est un bon vivant. Il sait qu'ici, dans le château du philosophe, il peut, sans crainte, parler à cœur ouvert de la situation politique. Les deux hommes vont s'entretenir jusque tard dans la nuit. Finalement, le futur Henri IV restera 2 jours chez Montaigne. 2 jours de banquets, de chasse et de conversations utiles. Car personne ne doute que le philosophe ait tiré avantage de la situation. Cependant, il va falloir encore 10 ans avant que Henri de Navarre ne se laisse convaincre que Paris valait bien une messe. Il changera de religion et, dans la foulée, montera sur le trône. Devenu Henri IV, il va faire assécher les marais du Médoc par des ingénieurs protestants venus de Hollande, dégageant ainsi des hectares de terres exceptionnelles qui feront la fortune des vignerons et des négociants bordelais. Montaigne, quant à lui, rendra son dernier soupir ici, chez lui, au milieu des vignes. Son cénotaphe est aujourd'hui au musée d'Aquitaine, dans l'ancienne faculté des lettres de Bordeaux. Henri IV et Montaigne. Leur rencontre secrète aura ouvert un nouveau chapitre de la saga de Bordeaux et de ses châteaux.
Ce château Bechevel, avec sa superbe terrasse qui domine la Gironde, est une des plus belles demeures du Médoc. L'architecture que vous voyez là date de Louis XV. Mais en vérité, l'histoire de la maison remonte au temps du duc d'Épernon, c'est-à-dire au tout début du XVIIe siècle. Ce personnage extraordinaire, qui avait été un des témoins oculaires de l'assassinat d'Henri IV, avait été nommé par Louis XIII gouverneur d'Aquitaine. À l'époque, on disait de Guyenne. Il faut imaginer un personnage très autoritaire, imbu, sûr de lui jusqu'à l'arrogance, et qui, dit-on, exigeait des navires lorsqu'ils passaient à hauteur de sa demeure qu'ils baissent les voiles. C'est l'origine du nom de la demeure, Bechevel pour baisse-voile. Alors justement, je vous propose d'embarquer à bord d'un de ces navires, de traverser l'Atlantique et la Manche et d'aller approvisionner en vin la capitale anglaise. Nous abordons à Londres au moment le plus dramatique de son histoire, le grand incendie de 1666. C'est sur les cendres d'une cité incendiée qu'est née l'histoire du vin moderne. Londres, 2 septembre 1666. Il est un peu plus de minuit quand une boulangerie située au cœur de la City, au nord de la Tour de Londres, prend feu. Là où se dressent aujourd'hui les buildings de verre de la capitale financière, ne se trouvait alors qu'un dédale de ruelles étroites, insalubres et surpeuplées. L'incendie devient vite incontrôlable. La population tente de lutter, mais devant l'avancée des flammes, les habitants n'ont qu'une solution, fuir. Partout, c'est la panique. La capitale de l'Angleterre va brûler pendant 3 jours. La City sera totalement dévastée. Par miracle, cet incendie historique ne fait que 4 victimes. Et Londres va se relever avec bravoure. Sous l'impulsion du roi Charles II, la ville sera reconstruite. En quelques années, elle deviendra la capitale la plus moderne du monde. Londres était à cette époque-là la plaque tournante pour les grands esprits de l'époque. Et c'était là où tous les goûts étaient en train de changer. Après l'incendie, et pour répondre aux nouvelles exigences des riches londoniens, de nouveaux magasins voient le jour, comme cette épicerie, Berry Brosson Road. Depuis 400 ans, elle est la propriété de la même famille, les Berry. C'est aujourd'hui au monde la plus ancienne cave marchande. Lors de son ouverture, on y trouvait toutes les boissons à la mode. À cette époque, le vin commençait à être démodé. La boisson à la mode était le gin, qui venait de Hollande, le thé et le café. Les clarettes bordelais de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine sont dépassées. Ils doivent évoluer pour survivre. Or, dans le vignoble de l'époque, un homme est sur le point de révolutionner l'histoire du vin. Arnaud III de Pontac est président du Parlement de Bordeaux. Il est aussi propriétaire d'un riche domaine viticole situé au sud de la ville. Le domaine de Aubryon produit déjà un vin réputé. Arnaud de Pontac va mettre au point des techniques sans précédent en vue de mieux conserver ce vin. Du coup, le breuvage revêt une robe rouge rubis, familière à nos yeux, et son goût est transformé. Pontac est le génial créateur de vins qui, pour la première fois, vont pouvoir se bonifier en vieillissant. À une époque où tant de guerres font rage, il faut pouvoir stocker le vin. Arnaud de Pontac fait la synthèse de différentes techniques et invente ainsi ce qu'on appelle aujourd'hui les vins de garde. On use toujours de cette même méthode à Château-Aubryon. Nous avons eu la chance, à titre exceptionnel, d'aller le constater dans le chai de cette grande maison. La technique mise au point par Arnaud de Pontac comporte 3 étapes. D'abord, on brûle du soufre pour assainir les barriques. Ensuite vient l'étape du soutirage, visant à débarrasser le vin de ses impuretés en le transvasant. Enfin, c'est l'houillage, qui consiste à compenser l'évaporation en remplissant constamment les barriques pour éviter que le vin ne s'oxyde.
Les vins vieillis n'ont pas la même saveur, ni la même couleur. Le vin est plus foncé, plus rouge que les anciens Bordeaux. Autant dire qu'un vin moderne est né, l'ancêtre des vins d'aujourd'hui. Mais ce qu'Arnaud de Pontac doit trouver, plus que tout, ce sont de nouveaux débouchés. Ce vin de garde, comment le vendre? Il coûte tellement plus cher. Comme tant d'autres avant lui, Pontac va se tourner vers l'Angleterre. Il charge son vin dans le port de Bordeaux, sur des bateaux qui voguent jusqu'à Londres, si prospèrent. Le fils d'Arnaud de Pontac y achètera même une auberge. Ornée d'une plaque arborant son portrait, l'enseigne de Pontac ouvre ses portes. Épicerie fine, bar à vin et restaurant, comme nous dirions, Pontac y sert une haute cuisine française. On y mange des mets absolument originaux. On a trouvé des menus de Pontac Cède à cette époque où on dit qu'on y mangeait des escargots engraissés. On y mangeait également des poussins. Il y avait une création culinaire. On pourrait sans doute parler de gastronomie. Pour accompagner ces plats extraordinaires, Arnaud de Pontac ne propose qu'un seul et unique vin, le fameux Aubryon, disponible à Londres seulement dans cette taverne. C'était la révolution du goût, c'était la révolution des idées qui allait venir aussi derrière. Londres, c'était l'endroit où il fallait être. Le côté publicitaire d'Arnaud III va lui donner l'idée de distinguer son vin de tous les autres en lui donnant le nom de son terroir. C'est la première fois qu'on va trouver un vin qui portera le nom d'un terroir, en l'occurrence un terroir remarquable. Aubryon, un nom que l'on retrouve même à la table du roi d'Angleterre. Nous avons découvert, aux Archives nationales britanniques, un document rare, le livre de cave du roi Charles II. Dans ce recueil, les vins sont mentionnés par région, Champagne, Gascogne. Mais une marque apparaît soudain, une seule, Aubryon. Cette mention est une première dans l'histoire du vin. C'est la toute première fois qu'on trouve une marque de vin spécifiée dans les archives. C'est ce qui rend ce livre de contes unique. C'est assez extraordinaire parce que c'est très rare de trouver tant de détails dans ces registres royaux. D'habitude, il est seulement inscrit le montant et la région, mais pour la première fois, la marque est indiquée. Cela devait être un très bon vin. Très vite, l'enseigne de Pontac devient le restaurant le plus en vogue à Londres. C'est un endroit luxueux, dédié au plaisir de la bouche. D'où le prix exorbitant des vins proposés. On parle déjà de bouteilles à 1 livre sterling, plus de 150 de nos euros, et de repas dépassant allègrement 1 000 euros. Cet élitisme fait le succès de l'auberge, autant que du Grand Cru lui-même. Aubryon, par cela, est peut-être la première marque de luxe du monde qui naît et qui perdure maintenant depuis des siècles grâce à Arnaud de Pontac. Et il a su communiquer sur cette marque. Et dire que tout avait commencé par un incendie. La Pontac's Head restera la table de référence à Londres jusqu'à ce que tout le quartier soit détruit vers la fin du XVIIIe siècle pour être modernisé. Les techniques révolutionnaires de Pontac auront, entre-temps, été reprises par les autres grands châteaux. Il n'empêche, c'est à cet homme que les vins de Bordeaux doivent leur nouvelle noblesse. Le nom de château Calon-Ségur rend hommage au marquis de Ségur qu'on surnommait le prince des vignes. Quant au Calon, c'était ces petites barques qui au Moyen-Âge permettaient de traverser le fleuve de la Gironde. Un fleuve qu'ici on appelle la rivière. Le marquis de Ségur était propriétaire de plusieurs grands châteaux. Château Latour, Château Laffitte, Château Mouton. Mais il avait pour coutume de dire « Mon cœur est à Calon », d'où l'emblème de cette propriété.
Au temps du marquis de Ségur, les grands vins de Bordeaux n'avaient plus à conquérir ni Londres ni les grandes cités anglaises. Leur réputation était faite. Mais, et c'est tout le paradoxe, il leur restait à conquérir Versailles et la cour de France la plus brillante de toutes. Comment les vins du marquis de Ségur se sont-ils immiscés jusqu'à la table de Louis XV? C'est ce que nous allons découvrir. Au XVIIIe siècle, les grands vins de Bordeaux ont conquis l'Angleterre et toutes les cours du Nord, des Flandres à l'Allemagne. Ils sont partout. Partout, sauf à Versailles, où l'on ne boit encore que les vins d'Île-de-France et de Bourgogne. Il va falloir l'amitié de deux grands personnages pour que le vin de Bordeaux se retrouve sur les tables du roi. Le premier est le roi Louis XV en personne. L'autre, son familier, le duc de Richelieu, ambassadeur à la cour des meilleurs crus du Médoc. Son préféré porte un nom déjà célèbre, Château Lafite. Ce Lafite, dans le terroir de Pauillac, n'est pas encore naturellement Lafite Rothschild. C'est en passant par Versailles que ce vin va gagner la renommée mondiale qui est aujourd'hui la sienne. Tout commence en 1755, quand l'hôtel de Nesmond, dans le centre de Bordeaux, voit arriver un nouvel occupant, le maréchal Louis-François Armand de Vignerot-du-Plessis, duc de Fronsac et de Richelieu. Il est le petit-neveu du célèbre cardinal. Ce grand seigneur vient d'être nommé gouverneur de Guyenne, région alors en pleine expansion commerciale. Dès son arrivée, il va secouer les habitudes des marchands bordelais. On va avoir une ville qui va fonctionner, si vous voulez, sur l'économie. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut le supplément d'âme, et le supplément d'âme, c'est Richelieu qui va l'amener. Bousculant la somnolence des vieilles familles parlementaires, le duc de Richelieu ordonne la construction du spectaculaire Grand Théâtre. Il donne aussi des fêtes somptueuses où tout est permis et où le vin coule à flot. Or, par sa famille, Richelieu possède des vignes à Fronsac. C'est là qu'il va faire construire un pavillon digne d'abriter ses parties fines. Il se construit une maison des plaisirs. Cette maison des plaisirs a des chambres de glace. Cette maison des plaisirs a des glaces sans teint. Elle a tout un appareillage extrêmement compliqué, tout ce qu'on peut utiliser pour rendre l'acte sexuel et l'acte amoureux encore plus excitants. Aujourd'hui, le pavillon a disparu, mais le vignoble produit encore un vin qui porte son nom. À cette époque, le Médoc connaît un formidable essor. Les grands domaines se créent. La géographie du vignoble bordelais prend son aspect moderne. Le maréchal duc de Richelieu, premier gentilhomme de la Chambre du roi, est tenu par sa fonction de passer à Versailles un trimestre par an. Louis XV, pourtant méfiant à son égard, a fait de lui le guide de ses plaisirs. Ils avaient l'habitude d'aller voir ensemble les petites dames, et Richelieu était un pourvoyeur absolument insatiable des frivolités du roi. Le roi collectionne les petites maîtresses et ne recule devant aucune débauche. Mais sa santé le trahit souvent. Il souffre notamment de maux de ventre. Quand il était dans les bras d'une nouvelle conquête, il lui arrivait d'avoir des petits dérangements d'entrailles qui le contrariaient fort. Il s'en était ouvert à Richelieu en disant c'est quand même extrêmement gênant d'avoir la colique, disons les choses comme elles sont, quand on est dans le lit d'une jolie femme. À quoi Richelieu lui avait répondu, mais sire, moi je soigne ça au vin de Bordeaux, c'est ma tisane, et jamais je n'ai le moindre souci dans ces moments-là, parce que ma santé sexuelle, c'est au vin de Bordeaux que je le dois. Louis XV découvre ainsi les vins de Bordeaux, lui qui jusqu'alors n'avait bu que des vins de Champagne et de Bourgogne. Champagne, Jeanne, champagne. Buvons à cet enfant et à sa majesté le roi. Très vite, les nouveaux crus de Bordeaux, dont Château Lafite et Château Latour, deviennent les préférés de la cour.
Le roi a soif de nouveaux plaisirs, même en matière culinaire. Alors il bouleverse le protocole. Entre deux soupers au grand couvert, tenus cérémonieusement en public, il organise dans ses petits appartements des soupers dits particuliers, c'est-à-dire privés, ce qui les rend d'autant plus attrayants pour les invités, tout émoustillés de partager la table du roi. À l'époque, ces repas ont lieu notamment dans la salle à manger dite des retours de chasse. On a autour de la table les bouteilles de vin qui sont posées. Comme il n'y a pas de domestique, chacun prend la bouteille, sert le roi sert les autres. Donc on est dans un moment d'intimité, à un repas tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, à un dîner entre amis. Le roi Louis XV, toujours en quête d'intimité, ne répugne pas à passer lui-même au fourneau. Louis XV était quelqu'un qui aimait la cuisine, aimait faire lui-même ses propres repas, donc il travaillait avec son cuisinier, il a fait installer des propres laboratoires en entresol, où on avait des cuisines, où on avait des batteries, on avait des casseroles, etc., où il cuisinait directement avec son cuisinier. Le roi cuisine, Versailles s'amuse à découvrir les mœurs bourgeoises. Le Bordeaux s'impose alors comme l'accompagnement idéal de ce nouvel art de vivre aussi léger que raffiné. On a des traités de cuisine qui se multiplient énormément. La gastronomie française est en train de naître et va influencer les autres cours européennes. Le Bordeaux va pouvoir supplanter tous les vins de France et d'Europe. D'autant plus qu'il paraît sur les tables royales sous un conditionnement inédit, en bouteille. Jusqu'alors, il était livré en barrique, puis soutiré dans des carafes. La bouteille facilite le transport, améliore le vieillissement, ajoute à l'élégance du breuvage. L'alliance du verre et du vin va donner la dernière touche de noblesse. Le fait de pouvoir vieillir, non seulement pendant 4 ans, 3 ans, en barrique, mais de vieillir pendant des dizaines d'années dans une bouteille, c'est la dernière pierre qui donne naissance au Grand Cru bordelais. Cette arrivée à Versailles ouvre donc le marché français au vin de Bordeaux. Les grands propriétaires vont s'engouffrer dans la brèche ouverte par le duc de Richelieu et asseoir leur prospérité. Lorsque le roi choisit tel ou tel aliment, on imagine fortement tous les développements économiques que cela représente pour la région. Versailles est une nouvelle chance pour les marchands bordelais qui voient leur fortune augmenter en même temps que leur influence à la cour. Fidèles à leurs bonnes habitudes, les négociants d'Aquitaine font tout pour tirer le plus grand parti de cette influence nouvelle. En 1776, le ministre des Finances du nouveau roi Louis XVI songe à faire abolir les privilèges fiscaux des marchands de vin bordelais. La ville se cabre, et comme au temps de la guerre de Cent Ans, Bordeaux choisit de résister à la pression. Une lettre de remontrance est envoyée à Sa Majesté. Nous en avons cherché la trace aux Archives nationales. Ce document, le voici, signé de tous les parlementaires bordelais. Les Bordelais vont faire revenir le roi pour qu'il garde leur situation acquise. Donc, d'une certaine manière, ça montre la puissance de la bourgeoisie et du commerce des vins bordelais qui arrive à imposer sa façon de faire et sa façon de voir. Ainsi, en cette fin du XVIIIe siècle, les Bordelais sont devenus assez puissants pour faire plier l'autorité royale. Leur vin est devenu un or rouge. Grâce au négoce du vin, Bordeaux est devenu le premier port de France et même le premier port d'Europe. Ce quai des Chartrons que vous voyez derrière moi, c'est peu à peu couvert d'hôtels particuliers magnifiques ornés de leurs mascarons de pierre. Le quai a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Alors,
il faut l'imaginer ce quai tel qu'il était au XVIIIe siècle, avec dans la Gironde tous ces navires qui venaient jeter l'ancre au milieu du fleuve en attendant de charger des barriques remplies des meilleurs nectars. À l'époque, les vins étaient entreposés dans d'immenses chais de négoce à quelques pas d'ici. On peut dire que Bordeaux était alors au summum de la puissance et du rayonnement. Il est vrai qu'au commerce du vin s'en ajoutait un autre nettement moins gratifiant. On pourrait écrire une histoire de Bordeaux, rien qu'à partir des noms de ces différents crus. Le chapitre lié à Châteaunérac, un blanc liquoreux que l'on vinifie dans le pays de Sauternes, ne serait pas le plus glorieux. On y évoquerait la traite négrière. Le 1er septembre 1729, un gréement descend la Garonne jusqu'à son embouchure. Une fois au large, il prend la direction des côtes africaines. Bordeaux vient de basculer dans l'ère de la traite. Le premier bateau qui marque le début de la traite négrière bordelaise de manière constante s'appelle l'Union. Voilà, donc il est parti en septembre 1729 de Bordeaux. Tout ce qui avait précédé, c'est de l'ordre des prémices. Si l'Union ouvre la voie aux négriers bordelais, leur négoce n'explose que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Au total, ce seront 130 000 esclaves qui seront vendus par des armateurs girondins. Toutefois, Bordeaux ne dépassera jamais Nantes, premier port négrier français. La traite négrière, ça sera, si j'ose dire, le second choix des négociants bordelais. Parce que Bordeaux a l'immense avantage d'avoir un arrière-pays très riche. Et ils ont le vin. Donc la traite pour eux, c'est relativement accessoire. Et c'est sous Louis XV, c'est la royauté qui vraiment insiste pour que les Bordelais se mettent à faire la traite des Noirs. Et les Bordelais reçoivent des subventions. Voilà, jusqu'à la Révolution française, ils touchent de l'argent. Tant de livres par tonneau de jauge, tant de livres par Noirs débarqués aux Antilles. Et ça, évidemment, ça va être un stimulant extrêmement important. Ce commerce triangulaire entre Bordeaux, l'Afrique et les Antilles est encouragé par l'État, car il permet le développement de comptoirs et de plantations dans les îles des Caraïbes. Les expéditions durent souvent plus d'une année et ne se font jamais cales vides. Dans ces cales, le vin est toujours là, qui côtoie d'autres marchandises. L'état-major du navire ne part jamais sans vin. Le contrat qui est signé entre le capitaine et l'armateur, il est bien stipulé que le capitaine ne partira que s'il a des barils de bon vin à disposition dans le navire. En même temps que du vin, on embarque aussi de la pacotille et des armes destinées à être échangées en Afrique contre des esclaves. Ces esclaves sont chargés comme de vulgaires marchandises, dans les cales où ils ne peuvent même pas se tenir debout. Une fois parvenus à Saint-Domingue ou en Martinique, la cargaison humaine est remplacée par du café, du chocolat, de l'indigo. Les négociants bordelais rentabilisent le voyage et tiennent une comptabilité sordide dans leur carnet de bord. Le musée d'Aquitaine possède plusieurs de ces carnets. Ils témoignent de la vie à bord et d'un quotidien fait d'horreur et d'inhumanité. Beau clair de lune, le temps toujours le même. À 11h03, je fis monter une assez jolie négresse dans ma chambre. Je passai 2 heures avec elle et l'exploitai 2 fois. C'était la première femme que j'avais vue depuis mon départ de France. On tenait aussi une comptabilité parallèle, celle des esclaves morts durant la traversée. Nous voyons apparaître clairement également une comptabilité macabre avec un symbole apparaissant dans les marges qui ne sont autres que des croix. Et à chacune des croix qui apparaissent en face est mentionné à chaque fois de manière inéluctable le décès d'un esclave et principalement du scorbut qui montre, au-delà des conditions de traversée tout à fait terribles, que les maladies, les mauvaises conditions de vie étaient bien entendu source d'une très forte mortalité à l'intérieur de ces navires négriers.
Lors de ces traversées, la mortalité pouvait toucher 30% des hommes embarqués. Mais en vendant les survivants à bon prix, les marchands d'esclaves faisaient des gains substantiels. Ce qui explique que des familles bordelaises aient gagné beaucoup d'argent. Parmi ces familles, les Nérac. Leur patronyme a traversé les siècles. Un deuxième grand cru classé continue de porter leur nom. C'est grâce au commerce colonial et négrier que les Nérac, des protestants, régnèrent sur le port de Bordeaux, qui, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est devenu le premier port d'Europe. Bordeaux devient l'entrepôt du commerce, de redistribution des produits coloniaux vers l'Europe. Les Nérac possèdent une flotte de 8 navires, dont 3 négriers. On estime leur fortune à 2 millions de livres. Pour vous donner un ordre de comparaison, un matelot qui va à la traite, ou en tout cas un matelot de marine marchande, il gagne 25 livres par mois. Donc vous voyez, 2 millions, une fortune et un salaire mensuel de 25 livres. C'était l'homme le plus riche de Bordeaux. Avec cet argent, les Nérac bâtissent en 1775 un imposant hôtel particulier. L'hôtel Nérac se trouve au centre de Bordeaux et contribue jusqu'à nos jours à la splendeur de la capitale girondine. Les Nérac ont engagé l'architecte bordelais le plus coté, Victor Louis, à qui l'on doit le Grand Théâtre. Un génie que s'arrachent alors les fortunes locales. Bordeaux, à cette époque, vit sans doute ses heures les plus prospères. Les richesses tirées du commerce maritime et de la traite négrière rejaillissent sur le vignoble. En 1777, les Nérac rachètent un domaine à Barsac, dans la région de Sauternes. On y produit toujours un blanc liquoreux classé. Si les Nérac investissent au sud de Bordeaux et non dans le Médoc, c'est qu'ils veulent édifier leur château le long de la voie menant de Bordeaux à Toulouse, axe important du commerce, afin que leur demeure soit vue du plus grand nombre. Et pour la rendre plus attrayante, ils vont cette fois faire appel à l'architecte André Mollier, un collaborateur de Victor Louis. Le château Nérac est né. Dans un cadre de vie luxueux, certes, mais discret, en plein accord avec leur austérité protestante, les Nérac aiment recevoir, tisser des relations, entretenir leur position de grands notables. Des notables qui se rêvent aristocrates et qui vont jouer de leur entre-gens pour demander au roi des lettres de noblesse. Demande refusée. Les archives départementales de Gironde conservent la réponse royale. Les motivations de celle-ci peuvent surprendre. En effet, le refus n'est pas motivé par l'ignominie de la traite négrière, mais par la religion des Nérac. Ne sont-ils pas réformés? Voilà la réponse du pouvoir royal à la demande d'ennoblissement des frères Nérac. C'est un refus. Un refus, et la raison d'ailleurs en est indiquée. Cependant, monsieur, je ne saurais donner mon suffrage aux sieurs Nérac. C'est sans doute à regret que je leur refuse, mais la RPR, la religion prétendue réformée dont ils font profession, me paraît, dans les principes de notre Constitution, former un obstacle puissant au succès de leurs désirs. Les frères Nérac sont protestants, ils ne seront donc pas nobles. Les Nérac ne seront jamais nobles, et les vents abolitionnistes qui commencent à souffler vont balayer leur fortune. Après la Révolution, l'esclavage est aboli une première fois. Les archives nationales conservent ce décret symbolique. En 1794, la Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français. Bonaparte, pour favoriser les intérêts économiques des colonies, va revenir en 1802 sur cette abolition. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que l'esclavage sera définitivement aboli par l'article 6 de la Constitution.
Une décennie plus tôt, en 1837, la famille Nérac avait revendu son domaine. Dans le Haut-Médoc, Château Pontoise-Cabarrus est lui aussi lié à un épisode de l'histoire. Son nom est synonyme de courage et de charme. Au moment de la Révolution, ce vignoble appartenait à la famille de la belle aristocrate Teresa Cabarrus. Une femme qui, usant de son intelligence et de sa séduction, va peut-être faire basculer l'histoire de France. Le 16 octobre 1793, Jean-Lambert Tallien, représentant de la Convention, envoyé de Paris, entre dans Bordeaux à la tête de 1500 soldats. La terreur va s'abattre sur la capitale girondine. Tallien vient à Bordeaux dans l'intention de pourchasser les ennemis de la Révolution, aristocrates et grands bourgeois. C'est un jeune loup, fougueux, impitoyable. C'était un des fidèles de Danton, quelqu'un d'extrêmement dur. Il avait dirigé physiquement à Paris certaines scènes des massacres de septembre absolument épouvantables. Et il a été choisi donc à Bordeaux pour mener une répression très sévère parce que les Girondins représentaient pour le pouvoir central un énorme danger. Nous sommes en pleine terreur révolutionnaire et Paris veut anéantir les velléités frondeuses de l'Aquitaine. La Convention connaît une guerre fratricide entre les députés girondins, venus notamment de Bordeaux, et députés montagnards, ainsi baptisés parce qu'ils occupent les travées les plus élevées de l'Assemblée. Les Girondins sont essentiellement un groupe fait de beaucoup d'avocats proches du Parlement de Guyenne et de négociants. Les Girondins, ils sont prêts à revendiquer un rôle qui serait un rôle politique qui les détacherait, je crois que c'est très important, de la capitale. À cette époque, une jeune et belle aristocrate de 20 ans, Teresa Cabarrus, fuit les dangers de Paris pour se mettre à l'abri dans sa famille bordelaise. Teresa Cabarrus va venir se réfugier auprès de son frère, qui est un petit négociant en vin, et qui est installé rue Raz, dans le quartier des Chartrons. À Bordeaux, une vie de province attend cette jeune femme atypique, habituée à fréquenter salons parisiens et loges maçonniques. Elle s'installe avec éclat au cœur de Bordeaux, à l'hôtel Franklin, avec servante et domestique. Tallien, lui, emménage rue Galien, dans un ancien séminaire reconverti en tribunal révolutionnaire. C'est là que siège la commission militaire qui ordonnera l'arrestation de près de 5000 personnes, dont plusieurs centaines seront guillotinées. Depuis ses fenêtres, Tallien peut voir la guillotine dressée place de la Révolution, aujourd'hui place Gambetta. À l'hôtel Franklin, Teresa décore avec faste ses appartements. Mais elle respecte aussi les traditions locales. On devait trouver, dans la salle à manger, une de ces imposantes armoires à vaisselle caractéristiques de Bordeaux. Cette armoire est très emblématique, en effet, des hôtels particuliers de cette bourgeoisie bordelaise. Elle était faite pour montrer ce qui était présenté sur les étagères, la porcelaine, l'orfèvrerie bordelaise. C'est pour ça que les étagères qui sont à l'intérieur sont tellement ciselées, travaillées, avec cette partie ronde qui permet de présenter les assiettes ou l'orfèvrerie. Teresa est une jeune femme libre, éclairée, qui apprécie le luxe et les plaisirs de la vie, ainsi que les hommes de pouvoir. Tallien est le premier d'entre eux. Séduire Tallien, cela représentait sans doute pour elle la promesse d'un bel avenir. Teresa invite Tallien à l'hôtel Franklin. Ce soir-là, comme toujours, elle est bien entourée. En retrait, le représentant la dévore des yeux. Ils partagent le dîner, mangent, boivent, se séduisent. Entre Teresa et Tallien, c'est le coup de foudre.
L'histoire s'accélère lorsque Teresa est arrêtée par des subordonnés de Tallien. Celui-ci accourt à la prison du Havre, où elle est retenue et la fait libérer. Ils ne se quitteront plus. Je crois qu'il y a eu entre eux un véritable amour, c'est certain. Ils étaient dans une période d'excitation ardente. Maîtresse de l'homme le plus redouté de la ville, Teresa va en faire profiter son entourage. Aristocrates, grands bourgeois et négociants bordelais, en leur évitant la guillotine. J'espère bien obtenir du citoyen italien la sortie de votre fils. Je lui remettrai moi-même votre pétition et je veux vous présenter à lui. C'est ainsi qu'à Bordeaux commence un véritable commerce de grâce. Tout se joue dans les appartements de l'hôtel Franklin. Teresa y reçoit les futurs graciés qui défilent pour acheter la clémence du tribunal révolutionnaire. On a appelé son appartement le bureau des grâces. À la nuit tombée, dans l'intimité de la chambre à coucher, entre Teresa et Tallien, les verdicts se font et se défont. À Bordeaux, les amants rayonnent sur la ville. Ils arpentent les allées de Tourny, alors en vogue, et aiment se rendre au Grand Théâtre de Bordeaux, qui a été rebaptisé Théâtre de la République, et où ils occupent la loge royale. Rapidement, au sein du comité de salut public, les langues se délient. Les révolutionnaires locaux trouvent Tallien bien trop modéré. Ils en réfèrent à Paris, et pour lui, dès lors, une seule solution, regagner la capitale et plaider sa cause. Robespierre avait observé qu'on guillotinait beaucoup moins à Bordeaux qu'on ne guillotinait proportionnellement dans le reste de la France. Recluse à l'hôtel Franklin, c'est une Teresa délaissée qui décide à son tour de retourner à Paris. Dans la capitale, Teresa se terre et Tallien l'évite, préoccupé qu'il est par ses âpres combats politiques. Les calomnies les plus atroces sont réunies contre moi. Les ennemis de Tallien ne tarderont pas à faire arrêter Teresa Cabarrus. Elle est incarcérée à la Petite Force, oui, c'est une prison affreuse, dans un cachot ignoble, sur de la paille. Elle a subi une captivité affreuse. Robespierre a juré la perte de Tallien et de ses alliés. Pour sauver sa tête, Teresa va devoir faire tomber celle du tyran, comme l'appellent ses adversaires. Son arme, la plume. À la veille d'être guillotinée, Teresa adresse une dernière lettre à Tallien. Elle a envoyé à Tallien un billet qui est resté célèbre en lui disant « J'ai rêvé cette nuit que Robespierre était mort, que les prisons s'ouvraient. Ça n'arrivera jamais parce que vous êtes très lâche. » Piqué dans son orgueil, Tallien ourdit une conspiration contre Robespierre. Le temps est venu d'agir, mes amis. Au diable nous controverse. Le 9 Thermidor, à la Convention, brandissant un poignard, il donne le signal de l'attaque contre Robespierre, qui finira sur l'échafaud. Teresa est libre de retrouver Tallien, libre de traverser Paris en bienfaitrice. Sa lettre a donc précipité la disparition de Robespierre et empêché d'innombrables exécutions. Que se passe-t-il? Qui est-ce? Tallien et sa maîtresse Thérésia. Sans elle, nous serions tous au paradis. Et vous peut-être aussi, belle dame. Vous voyez comme on vous aime. Teresa la bienfaitrice sera surnommée Notre-Dame de Thermidor. Teresa et Tallien se marieront le 26 décembre 1794, avant de divorcer 8 ans plus tard. Le nom de la belle orne toujours l'étiquette des vins produits sur l'ancienne propriété familiale. Tant il est vrai qu'à Bordeaux, l'histoire ne reste jamais éloignée du terroir. Le château Aubryon, le plus célèbre de ses propriétaires, aura été le ministre des Relations extérieures de Bonaparte, le fameux Talleyrand. Un homme très conscient du rôle de la table et du vin dans les plus hautes négociations. Le grand homme avait trouvé ce moyen d'alimenter sa cave en grand cru. Du reste, Talleyrand disait « Ma diplomatie se fait à travers mes casseroles et ma cuisine ». Et vous savez qu'on a parlé de diplomatie par le vin. Auparavant, 2 ans avant la Révolution,
Aubryon avait reçu la visite de Thomas Jefferson, qui allait devenir le 3e président des États-Unis. Celui-ci devait profiter de son passage pour acquérir 6 douzaines de bouteilles du meilleur vin de Bordeaux, ce sont ses propres termes. Alors au cours de son séjour, Jefferson avait distingué 4 vignobles de première qualité, Château Lafite, Château Latour, Château Margaux et Château Aubryon. C'était sans le savoir, anticipé sur un classement qui serait établi seulement en 1855 et qui, de nos jours, continue de faire référence. Le 15 mai 1855, il pleut sur Paris. Entre les gouttes, la ville découvre le majestueux palais de l'Industrie, bâti à l'emplacement de l'actuel Grand Palais pour accueillir la première exposition universelle française. À 13h20, la foule pénètre sous la verrière magnifique. L'empereur Napoléon III a voulu la présence de grands crus qu'il considère comme des fleurons de l'excellence nationale, avec une prédilection pour les grands crus bordelais. Les grands crus du Médoc. Ils font aujourd'hui rêver le monde entier. Aubryon, Margaux, Lafite, Latour. On les retrouve aux tables des plus grands. Comme naguère, le Shah d'Iran fêtant les 2500 ans de Persépolis à coups de Lafite et de Aubryon. Ou encore la reine Élisabeth II, levant un verre de Margaux pour célébrer ses 80 ans. Ces crus sont au niveau de la haute couture. Leurs cours peuvent atteindre des sommets. Eh bien, cette réputation d'excellence puise sa source dans un classement élaboré pour l'exposition universelle de 1855. Chose tout à fait surprenante, ce ne sont pas des œnologues qui ont établi ce classement, mais des courtiers et des négociants, et sur des bases purement économiques. Les courtiers n'ont pas fait un test de dégustation, donc ils avaient regardé les prix des vins pendant les 200 ans précédents. Ces courtiers ont observé les prix du marché et ont classé les vins par niveau. Le rang de premier grand cru ne repose donc pas directement sur une appréciation de qualité, mais sur une cote tarifaire établie par des courtiers. C'est à la Chambre de commerce de Bordeaux, où fut établi le classement, que nous retrouvons Max de Lestapie, président honoraire du syndicat des courtiers. S'il avait vécu au XIXe siècle, M. de Lestapie aurait été l'une des éminences chargées d'établir la sacro-sainte liste. La classification a été rapidement faite. Elle a été faite en l'espace d'une quinzaine de jours. La Chambre de commerce conserve précieusement la classification des 61 grands crus classés du Médoc en 1855. Ce sont des documents émouvants, puisque quand même ils datent du 18 avril 1855. Alors ici, vous avez la liste des premiers crus, la liste des deuxièmes crus, la liste des troisièmes crus et des quatrièmes et des cinquièmes crus. Voilà. En tout, 61 crus ont été classés. Les 4 châteaux classés premiers sont déjà célèbres à l'époque. Lafite, Latour, Margaux et Aubryon. Une fois le classement rédigé, il faut réunir des échantillons et faire en sorte qu'ils soient tous présentés à Paris de manière équitable. Pour éviter les jalousies entre vignerons, une bouteille similaire, une étiquette commune. Ça a immédiatement causé des problèmes parce qu'il y avait beaucoup de propriétaires qui ont voulu avoir le nom sur l'étiquette et aussi le millésime. Le Médoc va s'embraser. Aubryon en premier se rebelle et en réfère au prince Julien Bonaparte, neveu de Napoléon III, pour exiger d'apparaître sur l'étiquette. Puis ce sera au tour de Lafite de regimber. Donc il y avait des petits trucs politiques même à l'époque. Aubryon est la plus vieille marque de vin de Bordeaux et souhaitait que son produit soit bien séparé et mis en exergue. Mais une fois inaugurée l'exposition, que voit le visiteur au stand des vins de Bordeaux?
il voit une vitrine avec l'ensemble ou tout ou partie des crus qui ont été classés. Il n'y a pas de buvette ou de dégustation, je dirais, sur place. Ce que le visiteur ne peut manquer, c'est une grande carte viticole, la première carte officielle des appellations de Bordeaux. L'exemplaire original de cette carte est conservé ici, aux archives départementales de la Gironde. La carte a été faite pour que le public découvre la région de Bordeaux et découvre les châteaux dont ils avaient sûrement déjà entendu parler. La carte a été établie par la Chambre de commerce de Bordeaux et on peut voir que pour le vin rouge, on ne connaît que le Médoc. Pour le vin blanc, on ne connaît que la région de Sauternes. Et on ignore totalement, par exemple, Saint-Émilion. Saint-Émilion, on ne connaît pas. Alors, pour quelle raison? Je pense que la carte dont établie par la Chambre de commerce l'a été par des gens qui étaient originaires du Médoc ou du Sauternais, et pas de la région de Saint-Émilion. Le 15 novembre 1855, Napoléon III est de retour sous la verrière du Palais de l'Industrie pour la clôture de l'exposition. Une exposition qui aura magnifié le statut des vins du Médoc. Le classement de 1855, survivant aux soubresauts de l'histoire, sera le meilleur garant d'une certaine excellence bordelaise. Les pagodes exotiques de Château-Cos d'Estournel ne sont pas là par hasard. Au début du XIXe siècle, Louis-Gaspard d'Estournel, le propriétaire des lieux, les a rapportés des Indes où il était allé vendre son vin. Ça lui a valu le surnom de Maharaja des vignes. Mais ce grand négoce intercontinental n'a pas que des avantages. En 1878, c'est d'Amérique du Sud que débarque une maladie terrible provoquée par une bactérie qui ravage les vignes, le mildiou. Après des années et des années de désastres, un scientifique, Alexis Millardet, va trouver le remède. Et ce remède, c'est la célèbre bouillie bordelaise. Vous savez, ça se présente sous la forme d'une pâte bleuâtre tirée de sulfate de cuivre et de chaux. Exactement à la même époque, en face, sur la colline qui est là, les Rothschild achètent le château Laffitte. Ils en seront chassés par les nazis en juin 1940, au moment où les troupes allemandes occuperont le Médoc. Bordeaux, 1940. Les Allemands occupent la ville. Les vendanges sont mauvaises. Si certains vignobles sont passés entre les balles ennemies, deux châteaux de légende, Château Mouton et Château Laffitte, vont payer l'occupation au prix fort. Leurs propriétaires, deux branches bien distinctes des Rothschild, sont juifs. Pour Hitler, ils représentent le mal. Mettre la main sur leur domaine s'apparente, pour les nazis, à une prise de guerre de haute portée symbolique. Juin 1940, l'armistice est signé. Les Allemands envahissent le pays et maintiennent Bordeaux dans la zone occupée. Désormais, les châteaux du Médoc deviennent l'obsession des occupants. Le vin est à leurs yeux l'âme de la France. Ils veulent le boire jusqu'à la lie et profiter au passage des belles demeures et des châteaux. Il y a des notables allemands qui aiment bien le vin, donc qui pillent le vignoble. Ils savaient qu'à Laffitte Rothschild, pour y avoir séjourné avant, hein, ils étaient passés dans les châteaux avant, comme touristes. Ils savaient qu'il y avait de très très belles bouteilles. Pour réguler ces saccages, la commandanture va nommer des administrateurs viticoles chargés de sélectionner et d'acheter les meilleurs vins. Le négoce passe donc sous contrôle allemand. À Bordeaux, le commerce ne s'arrête pas en temps de guerre. Les Allemands désignent un administrateur des vins, le Weinführer. L'homme connaît la région, car bien qu'allemand, il était, bien avant la guerre, négociant et propriétaire du château Smith ou Laffitte, en plein Médoc. Le Weinführer était un monsieur qui s'appelait Heinz Böhmers et qui s'est occupé
pas mal des propriétés. Il a empêché l'armée de faire des bêtises, de faire trop de bêtises. Les nazis visent aussi l'autre château Rothschild, Laffitte. Il faut dire que les deux branches de la famille sont implantées dans la région depuis plusieurs générations. Mouton a été acheté par mon arrière-arrière-grand-père, Nathaniel, anglais, baron anglais, en 1853. Et Laffitte a été acheté par le baron James de Rothschild français en 1868. Les Rothschild font donc partie intégrante du paysage vinicole du Médoc depuis le XIXe siècle. Pour la toute jeune Philippine, les années d'avant-guerre sont des années d'innocence et de rêves. Des rêves pour certains prémonitoires. Au fond, ce qui m'amusait ici, c'était qu'il y avait un perron avec des marches. Et en haut du perron, on pouvait faire du théâtre, ça pouvait être une scène. C'est un perron de 3 mètres sur 3, même pas. Enfin, je veux dire, c'est absolument minuscule. Et alors, j'embarquais toutes les petites filles autour de moi, n'est-ce pas, qui avaient l'accent, qui parlaient avec l'accent. Alors on jouait je ne sais plus quoi, je sais pas, des tragédies, des comédies, je sais pas quoi. J'avais 10, 12 ans, 13 ans. La guerre mettra fin au rêve de l'enfance. Il faudra attendre les années 60 pour que Philippine devienne pensionnaire de la Comédie Française. Pour l'heure, les Rothschild sont chassés de leur demeure afin de faire place à l'occupant allemand. L'histoire des châteaux Mouton et Laffitte Rothschild, effectivement, 1940, ils vont être occupés par les Allemands et puis placés sous séquestre, ce sont des biens juifs. Dans les documents de l'administration d'occupation allemande conservés aux archives nationales, on trouve la trace de cette expropriation des châteaux Rothschild. Notamment dans une correspondance en date de juin 40 qui s'interroge sur son cadre juridique. Il s'agit d'une correspondance entre M. Rinke, qui est le responsable du service qui s'occupe des biens ennemis, et le Dr Blanke, qui est le responsable du service qui s'occupe des biens juifs. Et dans cette correspondance, M. Rinke demande au Dr Blanke si les biens de la famille Rothschild, c'est-à-dire les propriétés vinicoles et les sociétés vinicoles qui y sont associées, doivent être considérés comme des biens ennemis ou comme des biens juifs. Biens juifs ou biens ennemis, le résultat est le même. Les deux branches de la famille perdent leur château. Lorsque le 23 juin 1940, les nazis entrent au château Mouton Rothschild, le baron Philippe, son propriétaire, est déjà loin. Il en va de même chez Laffitte, dont les propriétaires ont dû fuir. Les Allemands pillent les domaines, les occupent, les détournent de leur finalité viticole. Château Laffitte est ainsi transformé dans les premiers temps en un centre de communication de l'armée allemande. Les nazis vont y mener la vie de château pendant presque 2 ans. Et en 1942, la famille Rothschild est totalement expropriée et par l'ordonnance du 7 avril 1942 deviennent des écoles d'agriculture sur lesquelles d'ailleurs on n'a pas beaucoup d'informations. On a souvent spéculé sur cette volonté de protection de Vichy. Le gouvernement de Pétain a sans doute voulu éviter la disparition complète de ces monuments de France que sont les vins Laffitte et Mouton. Beaucoup moins de matériel. Dans les châteaux, on récupère les vaches pour labourer les vignes. Il n'y a pas de pétrole, les chevaux ont été réquisitionnés, il n'y a plus grand-chose. Et il y a surtout une pénurie de bouteilles. Alors, d'une certaine façon, d'après ce que je peux savoir sur la météo de l'époque, il n'y a pas eu de grandes années en 41, 42, 43 et 44. Pendant que dans le vignoble, on tente de maintenir la production, les Rothschild sont disséminés de par le monde. Après avoir perdu Mouton, c'est pour le baron Philippe la prison, la déchéance de nationalité et un périple à travers l'Europe, avant de rejoindre le général de Gaulle à Londres. De son côté, Élie de Rothschild, l'héritier de Laffitte, est fait prisonnier et envoyé dans les camps allemands. Pour eux, en ces terribles années, l'histoire se joue loin des terres du Médoc. Pour Philippe, elle va s'écrire sur les plages du débarquement. La France est libérée et à Bordeaux, on négocie une reddition.
le dernier commandant de la ville de Bordeaux, va accepter de négocier avec les représentants FFI, avec les représentants de la résistance, en demandant à ce que les FFI n'interviennent pas dans Bordeaux pour laisser le temps aux troupes allemandes d'évacuer la ville. Philippe peut rejoindre alors un Médoc pacifié. C'est un homme accablé de chagrin qui retrouve son domaine de moutons, car il vient de perdre sa femme, déportée à Ravensbrück. L'état du domaine le désole. Si les vignes sont intactes, le château et les jardins portent les stigmates de l'occupation. Il est rentré d'Angleterre sans savoir même que ma mère avait été déportée, enfin arrêtée. Il l'a appris sur les Champs-Élysées en 1945, en descendant les Champs-Élysées pratiquement. Et il a cherché ma mère à ce moment-là. Enfin, je veux dire, j'étais petite, moi j'étais une petite fille. Mais il y avait en même temps une énorme tristesse, bien sûr, parce qu'il ne la trouvait pas. Et en même temps, une joie énorme de retrouver Mouton, tout de même. Comme ça, libéré, dans un état épouvantable, enfin libéré. C'est alors que Philippe de Rothschild va recevoir des nouvelles de l'ancien Weinführer, Hans Baumers. Et tout de suite après la guerre, 6 mois après, il a écrit une lettre à mon père en disant « Monsieur Mouton Rothschild est particulièrement cher à mon cœur, c'est un vin que j'aime beaucoup, etc. Est-ce que par hasard, est-ce que je pourrais distribuer votre vin ?» Et mon père, n'importe quelle autre personne que mon père, aurait répondu « Monsieur, allez vous faire voir, si j'ose dire. Parce qu'enfin, vous avez occupé Mouton, bon. » Et il est devenu l'agent de Mouton Rothschild et ensuite de Mouton Cadet pendant 40 ans. Pour Philippe, désormais, une seule obsession, rendre au château son lustre d'antan. C'était un personnage tout à fait étonnant. Il avait une espèce de divination, il avait des idées. C'était quelqu'un qui... C'est très rare, les gens qui ont des idées. Il a eu 2 ou 3 idées dans sa vie. Heureusement, on n'en a pas plus, parce que ce ne serait pas possible. On exploserait d'idées. Dans les années 20, il avait bousculé la tradition en créant la mise en bouteille au château. Jusqu'alors, le vin s'était vendu en vrac aux négociants, qui procédaient eux-mêmes à la mise en bouteille, se livrant parfois à de curieux mélanges. Il y avait une idée que tout le monde avait vaguement dans Bordeaux, on se passait le mot, on pourrait quand même faire la mise en bouteille au château, ça nous rendrait plus responsables de notre produit, au lieu que ce soit toujours les négociants qui tiennent le devant de la scène, qui sont là et qui reçoivent tous les honneurs, alors que, après tout, les propriétaires se donnent beaucoup de mal. Je veux que le vin qui parte et qui se promène dans le monde se promène et soit un peu une image de moi. Un baron qui n'avait peur de rien. Un homme éclairé, iconoclaste, amateur de théâtre et qui aimait aussi prendre la tangente au volant de vieux bolides de course. En 1945, Philippe de Rothschild avait fêté la libération avec une étiquette représentant le V de la victoire. Une audace pour le Médoc, un succès dans le monde du vin. En 1945, quand nous avons retrouvé notre propriété qui avait été occupée par les Allemands, bien sûr, pendant la guerre, il a dit on va mettre quelque chose sur l'étiquette. Il faut célébrer le retour à la maison par un dessin sur l'étiquette. Il faut signaler chaque année, puisque d'une année à l'autre, nous faisons un vin qui est différent. L'idée de cela, c'est la personnalisation. Pourquoi j'ai subitement compris que chaque année a une constitution, à elle, une constitution personnelle. Le baron Philippe mobilise alors les plus grands. Picasso, Chagall, Niki de Saint-Phal, Warhol, qui vont prêter leur génie aux visions du maître de mouton. C'était des amis, c'était des copains, c'était fait sur une table de bistrot, sur un coin de table, sur une nappe, vous comprenez, c'était vraiment artisanal. Maintenant, on arrive à dire, ah oui, c'est l'année de Picasso, c'est le 73, ou 55, c'est l'année de Braque, ainsi de suite, 59, c'est l'année de Lippold, 69, c'est l'année de Miro. Enfin, comment on finit par donner à l'année le nom du peintre? Et pourquoi pas? Une nouvelle fois, durant ces années de guerre puis de reconstruction, grâce au génie d'hommes et de femmes de vision,
les grands châteaux vinicoles de Bordeaux ont été les témoins privilégiés de notre histoire, avec un maître mot. Le mot clé de tout ça, pour moi, c'était la liberté. Comme un signe du destin, le millésime 1945 est excellent. Mais il va pourtant falloir encore 10 ans pour que le vignoble bordelais retrouve sa splendeur. Alors évidemment, depuis cette époque, les châteaux ont bien changé. Ils se sont dotés de cuviers et de chais ultramodernes. Nous sommes ici dans le grand chai de Château-Talbot qui peut contenir jusqu'à 1800 barriques. Une barrique, c'est l'équivalent de 300 bouteilles, 225 litres. Alors évidemment, tous les vignerons vont chercher de nouveaux débouchés. Il faut conquérir de nouveaux marchés. Leur regard se porte vers l'autre côté de l'Atlantique. C'est un nouveau chapitre de l'histoire du Médoc qui s'ouvre. Or, et ça c'est inattendu, celui qui va en écrire les premières pages est un Russe. Aujourd'hui comme hier, le Médoc sait accueillir les personnages aux destinées les plus étonnantes. Dans la commune de Margaux, un vin porte le nom d'un homme dont la vie a changé le Bordelais, c'est Prieuré-Lichine. Alexis Lichine, un Russe blanc à la destinée mouvementée et qui finira par ouvrir le marché des États-Unis au vin de Bordeaux. Quand il n'était pas sur les routes à promouvoir ses grands crus, Lichine aimait trinquer avec les grands de ce monde. Il recevait dans la vieille cuisine de son prieuré, à la chaleur du foyer, un antre habité. Son fils Sacha se souvient encore de ces dîners sans fin où la convivialité favorisait les affaires. C'est un vieux prieuré du XVIe et il y avait une très belle cuisine des moines. Tout le monde buvait des bons vins sur cette table. Si la table pouvait parler, je suis sûr qu'elle raconterait beaucoup de choses. Elle raconterait la révolution russe qui avait précipité le départ de l'enfant Alexis. Direction Paris où il grandit et devient un homme. Il découvre le journalisme lors d'un stage au New York Herald Tribune. En 1933, les États-Unis célèbrent la fin de la prohibition. Pour l'occasion, le quotidien américain l'envoie dans le Médoc. Il découvre le vin, il y prend goût. C'est aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale que raconterait cette table. Alexis l'a vécu en débarquant en Provence comme aide de camp du général Eisenhower. Au passage, il rafle la nationalité américaine. Et c'est aux messes des officiers généraux qu'il déguste ses premiers grands crus. En 1951, Lichine investit dans le Médoc en rachetant d'abord Prieuré Cantenac, qu'il rebaptisera Prieuré Lichine. Puis en jetant son dévolu sur Château-Lascombe. J'allais souvent chez lui, au prieuré, qui m'effrayait un petit peu quand même, parce qu'on disait à l'époque qu'il y avait un fantôme. Aujourd'hui, depuis la disparition d'Alexis, c'est Sacha qui porte la mémoire paternelle et entretient le mythe familial. Alors voici le livre d'or du prieuré, du château Prieuré-Lichine, qui s'appelait Prieuré Cantenac. Ce sont des livres qui retracent un peu toute une vie. Et vous avez des célébrités, il y a des chefs, des cuisiniers, du monde assez fascinant. Ici, il y a un dessin qui a été fait par Charlton Heston, d'ailleurs. On ne savait pas qui dessinait un tout petit peu. Autour d'Alexis Lichine et de quelques autres personnages, on va relancer les... À la fois, on va faire venir des gens à Bordeaux. Lichine aménage son château Prieuré Lichine pour recevoir et faire des fêtes, etc. Il attire beaucoup de monde, c'est un personnage assez fantasque, d'une immense culture. Sa famille était le monde, le beau monde qui venait au prieuré. Toutes ces mondanités qu'il faisait étaient surtout une période où il fallait qu'il vende du vin et il convertissait une personne après l'autre. Avec ses 2 grands crus classés,
il va se lancer à la conquête de l'Ouest. Il est précurseur. Il devient une personnalité internationale très connue. Il est connu aux États-Unis, il est connu en Angleterre, et c'est des gens qui ont toujours voyagé, qui ont toujours fait du commerce, avec les valises, les échantillons et de faire goûter les vins. C'était bien Alexis Lichine qui a ouvert le marché américain. Alexis Lichine, véritable globe-trotter, a passé une partie de sa vie à arpenter les États-Unis où, tel un pèlerin, il convertira les infidèles aux joies du vin de Bordeaux. Ce qui n'était pas facile parce que c'était un pays qui avait comme vin l'eau glacée, le café, et petit à petit, en parcourant le pays de fond en comble, en allant dans tous les petits coins et recoins des États-Unis, en donnant des conférences, en passant à la télévision, sur la radio, en faisant des dégustations dans toutes même les plus petites villes aux États-Unis, que j'ai pu, en quelque sorte, créer ce marché énorme que sont les États-Unis. Et puis, il y aura les livres. Dans les années 60 et 70, il publiera plusieurs encyclopédies consacrées aux vins de Bordeaux et aux vins de France. Elles deviendront des références. Et vous avez écrit, il faut bien le dire, la plus étonnante encyclopédie des vins et des alcools du monde entier. On pourrait penser que c'est un Français qui a écrit ça. Ben non, c'est un Américain né en Russie et qui a des Oui, mais j'étais élevé en France. On est du pays où l'on laisse ses os, aurait pu répondre Alexis Lichine. Car à sa mort, il sera inhumé en son prieuré selon ses vœux, au cœur de Margaux, où sa tombe veille désormais sur les plus célèbres vignes du monde. Une autre plaque tournante de cette vie sociale du Médoc, c'est le très élégant château Braner-Ducru dans l'appellation de Saint-Julien. Nous sommes là à quelques pas de l'estuaire de la Gironde. Vers la fin des années 1960, le Médoc est en émoi. Un certain nombre de vignobles de légende quittent le giron des vieilles familles locales pour devenir la propriété de personnalités étrangères à la région et même au pays. C'est le cas de Château Margaux, qui est acquis par un homme d'exception venu des rives de la mer Égée. Il s'appelle André Menzelopoulos. Non, les Américains n'auront pas notre château Margaux. En ce 21 décembre 1976, la France respire. Le pays conserve l'un de ses joyaux, Château Margaux. Ce premier grand cru classé et ce château qu'on a baptisé le Versailles du Médoc sont l'égal de la Tour Eiffel ou du paquebot France, un monument national. Après 2 ans de marchandage et pour 75 millions de francs, c'est monsieur André Menzelopoulos qui est en train de devenir propriétaire de ce grand cru classé. Le nouveau propriétaire, André Menzelopoulos, possède un passeport grec, mais le chèque porte le nom de Félix Potin. Dans le Médoc, il y a toujours eu des achats d'étrangers, mais là, c'est un épicier qui vient. C'est le fondateur de Félix Potin, un grec, c'est pas un anglais. On supporte bien les Anglais, on supporte les Danois, on supporte les Allemands. C'est pas une des grandes familles de Bordeaux. Il connaît personne, donc on le regarde évidemment à la jumelle au départ. André Menzelopoulos aura passé sa vie à voyager. Homme d'affaires polyglotte, il a fait ses études à Grenoble et s'est marié avec une Toulousaine. Fortune faite, il a racheté Félix Potin et a rencontré le propriétaire de Margaux, Pierre Ginestet. Sur l'escalier, mon père a serré la main de monsieur Ginestet. Et à ce moment-là, j'étais à côté de lui, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait. Ce rachat ne coulait pas de source. Dans le Bordelais, la décennie avait été catastrophique pour le commerce. Ce n'était pas du tout joué. À l'époque, acheter Margaux, personne n'était persuadé que c'était un coup gagnant. Les bâtiments étaient certes splendides. Mais quand on les voit aujourd'hui,
superbes, il faut les imaginer avec des cuvettes en dessous les gouttières, des toits percés, des volets arrachés, des vignobles en très très mauvais état, avec beaucoup de pieds manquants, et parfois plus de vignobles. Alors maintenant, ils sont parfois quelques-uns à dire « j'ai raté Margot, j'ai raté Margot ». C'est pas vrai, personne n'en voulait. André Menzelopoulos rachète le domaine au prix fort, 75 millions de francs de l'époque, sans véritable espoir de bénéfice immédiat. L'homme n'est pourtant pas connu pour jeter son argent par les fenêtres. Au début de sa carrière, il comptait les lames de rasoir qu'il pouvait utiliser par semaine. Si dans le Médoc, les étrangers sont les bienvenus, on les préfère nantis. André investit massivement. Sa première ambition, rendre au château son lustre d'antan, sous le contrôle des inspecteurs des monuments historiques. Margot fut achevée au début des années 1800 par un élève de Victor Louis, l'architecte du théâtre de Bordeaux. Les meilleurs artisans, charpentiers, couvreurs, maçons, menuisiers s'installent à Margot qui sera véritablement reconstruit pierre par pierre, sous le contrôle personnel de M. Mastorakis, architecte en chef des monuments historiques. André repense le domaine et le réaménage. Dans le Versailles du Médoc, c'est la Révolution. Le château, il est vrai, en avait besoin. Il n'avait pas été restauré depuis un moment. L'intérieur en particulier était très sombre. La salle à manger, je me souviens en particulier, était un peu noire. Il y avait un billard aussi dans l'entrée, chose qui m'a beaucoup impressionnée, et un perroquet qui s'appelait Coco et qui avait décidé de m'appeler partout. Et il m'appelait toute la journée parce qu'il avait appris mon nom, Corinne, Corinne. Si, à Margot, on reconstruit à l'identique, c'est que l'on tient plus qu'ailleurs à maintenir la tradition. La fabrication artisanale des tonneaux en est un bon exemple. Margot est l'un des derniers châteaux où l'on fabrique ses propres barriques. On y estime que le premier geste qu'un vigneron puisse offrir à son vin est un coup de marteau. Cette même attention méticuleuse est apportée au cépage et à la vinification. Tout ce travail de qualité va porter ses fruits. Dès les vendanges 77, mais Château Margaux a retrouvé presque immédiatement sa qualité. Hélas, André Menzelopoulos meurt 2 ans seulement après le rachat. Il ne pourra pas profiter de la renaissance de son vignoble. Une renaissance rapide, qualifiée même de miraculeuse. C'est effectivement assez miraculeux de penser qu'en 1 an, simplement, on peut de nouveau atteindre un très grand prestige, mais cela s'explique surtout par le côté extraordinaire du terroir. Margot est relancée et maintenant les stocks qui s'étaient accumulés depuis des années s'arrachent. Si l'acquisition fut un pari, c'était un pari économiquement gagnant et qualitativement exceptionnel. Dans le Médoc, le grec est célébré. Un peu tard, c'est maintenant sa fille Corinne qui dirige la propriété. Son obsession est d'ouvrir le château sur le monde. Elle devient l'ambassadrice de Margot et porte ses crus de légende jusqu'aux plus grandes tables de la planète. Je suis allée 2 fois à la Maison Blanche, je suis allée effectivement à l'anniversaire d'Elisabeth II, elle avait décidé de boire du Margaux. J'ai vu des gens fascinants comme Eric Clapton, enfin c'était amusant comme tout. Margaux ouvre beaucoup de portes et c'est très émouvant à chaque fois. Le couronnement de cette ouverture sur la planète sera la visite du numéro 1 chinois Hu Jintao, venu visiter ses chais à l'occasion d'un voyage officiel en France. Je vois arriver des dizaines de voitures, du monde partout, etc. Et il m'est apparu alors que les Chinois sont les Italiens de l'Asie pour moi, depuis ce jour-là. Parce que je n'arrivais même pas à voir Hu Jintao, si vous voulez. Ils étaient partout, c'était extraordinaire, c'était chaotique, mais qu'est-ce que c'était sympathique. Après les Anglais, les Néerlandais, les Américains, est donc venue l'heure de l'Asie. Si un homme comme André Menzelopoulos avait su respecter les traditions et redonner un souffle authentique à ce vin de légende, les nouveaux arrivants sauront-ils en faire de même? Dans les médias, on s'inquiète de ces Chinois qui arrivent, mais c'est rien à côté de l'invasion anglaise d'autrefois. Et là, ils ont acheté une 30aine de châteaux, et qu'est-ce qu'ils font?
quand ils récupèrent ces châteaux. Ils les modernisent, ils font venir les meilleurs viticulteurs pour travailler sur les parcelles, donc c'est tout bénéfice. Ce qui est en jeu, c'est la survie de la qualité et de l'esprit des plus grands crus. Pour moi, un des honneurs de notre métier de vin, c'est que le vin ne se fait pas qu'avec un ordinateur. Il y a le soleil, il y a la pluie, il y a le sol, le terroir, il y a le temps qu'il fait, il y a tout, il y a le travail des hommes, et ça ne peut pas ne pas compter. Le sol et le travail des hommes ont fait de ces châteaux les témoins de notre histoire et les fruits de notre civilisation. C'est dans ce paysage si singulier, façonné par la culture de la vigne, dans ce paysage où se résume l'âme de toute une région, que s'achève notre voyage à travers l'histoire bordelaise. Dans moins de 3 ans, une cité des civilisations du vin se dressera sur les quais de la Gironde, à Bordeaux. Son ambition, plonger les visiteurs au cœur d'une histoire millénaire, riche d'une infinité d'épisodes, et leur faire partager, comme nous l'avons fait, je l'espère, avec vous ce soir, l'émotion, la connaissance et le rêve. Cette émission était préparée en collaboration avec Europe 1 et Le Point. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau lieu magique.